Salut la team, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, je sais pas si je suis bien cadré, peu importe. Donc je vous fais cette petite vidéo parce que je viens de démonter mes amortisseurs et je me suis dit que ça pourrait intéresser du monde. Alors voilà, c'est des coilovers, c'est des combinés filetés en français. Donc ça c'est grosso modo le tube fileté qui est creux à l'intérieur, voilà. Il reste encore un poil d'huile. Ici on a du coup le pied qui vient se visser en bas sur le tube fileté. Là on a là où vient se poser du coup le ressort. Voilà, comme ça. Et là on a un bel amortisseur. Et ça, c'est le contre-écrou pour le pied. Ok, donc je me suis dit déjà que ça pourrait intéresser du monde de savoir comment marche un amortisseur. Même si j'ai fait une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs je vais peut-être en faire une encore plus explicite avec l'amortisseur. Mais là déjà voilà, beaucoup d'éléments de réponse. Alors on peut voir là, on a l'arbre en fait de l'amortisseur. Et je vais le poser, ça sera plus clair. Ça, c'est ce qui fait la jointure. Donc ça, c'est simplement un écrou. Avec là, on peut voir le petit joint torique qui vient jointer du coup ici en haut, qui vient se visser là-dedans. Bref, donc ça, c'est juste pour la jointure. On a notre arbre. Au bout de notre arbre, on a un piston. Alors, le piston, il est là. C'est ce petit truc noir. Voilà, donc là, il y a une bande en fait qu'on voit pas qui fait joint, une bande plate. C'est un joint plat qui fait un cercle. Et au-dessus, là, on a un écrou pour fixer du coup le piston sur l'arbre grâce à un épaulement. Dans ce piston, on voit qu'il y a des petits trous. Ils sont par série de 2, par paire. Ok, ici, ici, ici et ici. Les 4 points cardinaux en gros. Voilà, il y a 4 paires de 2, donc ça fait 8 trous. Donc il y en a de ce côté, il y en a bien sûr de l'autre. Alors je sais pas si on va arriver à les voir. Temps de faire le focus et tout. Voilà, on en voit 2 là. Ouais, voilà, je les ai. Donc bref, pareil. Et donc il y en a pour la compression, d'un côté bien sûr. Celui du haut. Donc en fait, quand le piston avance comme ça, psh, vous imaginez bien qu'on passe par ces trous là. Alors, pardon, par ceux du haut, du bas. Donc il y a deux trous pour la compression, enfin des trous pour un côté pour la compression, un côté pour la détente. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on a des petites rondelles. Alors là, c'est pareil. Pour vous montrer ça, j'ai pas la meilleure exposition de lumière non plus. On a des petites rondelles là, vous voyez, entre l'écrou et le piston. Alors pour ça, il faudrait que je démonte carrément le piston de l'arbre. Je vais le faire, je vais sûrement le faire pour vous montrer ça. Et en fait, on a des rondelles qui vont se déformer avec la pression. Avec la pression du fluide en fait. Le piston qui appuie sur le fluide rentre dans les petits trous, passe dans le piston, et ensuite veut ressortir et donc tord en fait les rondelles. Et justement, c'est ça qui va conditionner en fait votre tarage d'amortisseur. Le tarage, c'est simplement l'épaisseur des rondelles et la taille des rondelles qui bougent plus ou moins le trou. Parce qu'on peut le boucher à 100% le trou, on peut aussi le boucher à 90% ou à moitié. Ok. Et comme vous voyez, là, si je mets une rondelle par exemple qui vient jusqu'ici, là on va boucher le trou complètement. Si je le mets jusqu'ici, vous voyez qu'il va rester un demi-trou. Donc on va boucher que la moitié du trou. Bref. On peut jouer comme ça là-dessus aussi. Et l'épaisseur, là, vous voyez, cette rondelle, elle est extrêmement épaisse, donc elle ne se pliera jamais. Ou alors à des forces assez importantes. Par rapport à une rondelle qui est fine, si on prend celle-ci, là, elle est beaucoup plus fine et donc elle va se plier beaucoup plus facilement. Et c'est ça qui fait votre tarage, en fait. Donc, pour vous expliquer le fonctionnement, en gros, les trous du bas, en compression. Le fluide arrive par les trous du bas, hop, il passe dans le piston, et là, il va ressortir par les rondelles. Inversement, en détente, hop, le fluide arrive par là, ou du moins le piston remonte, mais bon, c'est comme si le fluide arrivait par là. C'est un mouvement relatif. Rentre dans le piston et veut ressortir avec ces petits trucs-là. Donc la taille des trous du piston déjà joue un peu un rôle. C'est pour ça qu'en général, on prend des pistons de bonne qualité, des pistons Öhlins, Bilstein, des choses comme ça. Et ensuite, on va faire donc le tarage avec les rondelles. Alors, tout ça est usiné bien sûr d'une façon très très précise. Sinon, on va avoir des variations. C'est ça le problème. C'est le problème en fait des amontos qui sont pas très chers. Alors ici, on a un petit réglage. Ce réglage, c'est simplement une vis de réglage qui va nous permettre de faire monter ou descendre une tige. On appelle le bleeder, c'est pas le purgeur, c'est... Comment traduire ça? C'est un machin qui va permettre en fait au fluide de passer ailleurs que dans le piston, de passer à côté, de contourner en fait le piston et de ressortir dans l'arbre, par l'arbre. En fait, de sortir après le piston. Okay, il y a un flux supplémentaire qui va contourner le piston et les rondelles surtout. Et donc ça va permettre en fait de plus avoir de force pour une partie du fluide, donc de soulager, au contraire de durcir l'amortisseur. Donc assouplir ou durcir.
Deuxième chose, c'est que ces amortisseurs-là sont des bitubes. Alors bitube, c'est pas top, mais peu importe. Les bitubes, c'est parce qu'il y a deux tubes. Il y en a un extérieur, qui est en fait là le tube fileté, et le deuxième qui est celui-ci. Alors dans ce tube-là, il est vide, il n'y a rien. Au bout, il y a un piston aussi. On peut le voir là, il y a l'écrou et il y a un petit piston. Voilà, donc ça permet d'avoir deux manières de gérer le tarage. Bon, c'est pas utile forcément, mais inconvénient, par exemple, c'est qu'on a un petit piston. Parce que ce piston-là rentre en fait là-dedans. Ok. Et le tout va rentrer dans ici. Alors si je vous le fais, donc là il n'y a plus d'huile. Hein. Normalement tout ça est baigné dans l'huile, bien sûr, parce que c'est le concept. S'il n'y a pas d'huile, on peut bouger ça assez facilement. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, c'est là-dedans. Alors je vais ressortir le tout. Voilà, donc ça c'était là-dedans. Ça vous avez compris. Désolé pour le cadrage encore une fois. Et voilà, ça bouge comme ça. Vous entendez le bruit, c'est-à-dire que ça force. Bon, normalement avec de l'huile, c'est beaucoup plus dur. Et normalement avec l'huile, l'huile qu'il y a dedans sort aussi par le fond de ce truc-là, par le cul de ce truc-là, c'est-à-dire par ici. Donc on a à la fois... attendez, voilà. On a à la fois dans le piston de l'arbre, du fil qui a passé au travers du piston de l'arbre, et à la fois là-dedans. Donc on a du bitume, voilà. Le problème, c'est qu'on peut mettre ça sous pression ou très peu. Et l'huile, en fait, elle va caviter assez rapidement. Elle va chauffer, caviter, avec la chaleur et tout. Et le problème, c'est que ça va être... il va y avoir une grosse hystérésis. Bon, ça veut dire qu'en gros, ça va pas être très stable comme fonctionnement. Et surtout avec la température aussi. Et pour le bosselet, hein, ça va pas réagir pareil que sur une bosse ou deux espacées. Et ça va être très gênant. Alors qu'on a ce qu'on appelle le monotube. Donc j'en ai un ici, ça c'est un Bilstein. Ça c'est du monotube inversé, carrément. Donc lui, il a la tête en bas. On le voit pas bien, mais il a la tête en bas, je vous garantis. Et l'avantage surtout, c'est que vous voyez là, la gueule de la tige. L'épaisseur de la tige, elle est énorme. C'est la tige qui brille. Le jaune, c'est le corps extérieur. Le, le côté gris, comme ça, brillant, c'est la tige qui... Donc sur cet amortisseur, vous avez vu la taille du truc. Alors je vais pas pouvoir les mettre à côté à une main, désolé, ça c'est la taille de la tige. Et la taille de la tige sur cet amortisseur, elle est de cette taille-là. Voilà. Donc vous voyez un peu la différence des deux tiges. Voilà. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est la rigidité. C'est-à-dire que la tige va pas plier, va pas fléchir. C'est le gros avantage du monotube inversé. Alors le monotube il est sous pression, donc il y a une chambre de gaz en bas, donc plutôt ici, puisque je vous rappelle il est inversé. Le haut va être là, mais le piston est retourné à l'envers. Bon, je vous passe les détails, compliqué à expliquer comme ça avec juste un morceau devant les yeux qui est fermé. Mais bref, il y a une chambre avec de l'air comprimé, de l'azote en général, et il y a un piston qui appuie du coup sur l'huile pour maintenir toute l'huile en pression. Et du coup, en fait, il n'y a plus qu'un piston. Alors, attendez avant que je casse tout. Voilà. Il n'y a plus que ce piston-là, qui est plus gros du coup, qui fait la taille de la tige, du tube en fait. Voilà, normalement ça fait la taille de tout ça. Bon, le truc jaune est plus petit que le rouge, mais ça fait la taille de tout l'amortisseur. Et donc on a des... Là par exemple j'ai un piston de 36 là-dessus. Et on monte en 46 même sur du Bilstein. Alors que là, j'ai pas mesuré, mais très honnêtement, c'est un petit truc. C'est un petit truc, je vais vous le mesurer tout de suite. Si vous le voulez bien. Attendez. On va le mettre comme ça. On va sortir le petit pied à coulisses des familles. Et donc on a un ressort en diamètre. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous filmer ça. Hop. Quand même que je le mette bien. Si je mesure pas la bonne valeur en live, ça va pas être bien. Excusez-moi pour le cadrage. J'ai pas de pied sur moi. Je l'ai laissé dans mon autre maison. Oui, j'ai beaucoup de maisons, je suis riche. Donc, zoom. Voilà, focus, on a un 32 mm. Voilà. Donc c'est assez petit. Faut savoir que c'est la surface qui compte. En fait, le diamètre, c'est juste pour la surface. C'est la surface du piston total, c'est pas le diamètre en soi. Et voilà, faut savoir qu'un piston de 36, ça a quand même beaucoup plus de surface qu'un piston de 32. Je vous laisse faire pierre carré. Mais voilà, ou puis des carrés sur 4. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient. Et aussi, ça cavite rapidement. Donc c'est-à-dire ça fait des petites bulles d'air dans l'huile. Et donc on n'a plus un fluide de l'huile visqueux qu'on connaît bien qui passe dans les trous. On a de l'air. Et ça fout un peu la merde, même. Ça fout énormément la merde. En plus,
l'huile est incompressible, donc toute l'huile va passer dans les trous, alors que là, l'air va se comprimer et du coup, l'amortisseur va pouvoir se comprimer sans qu'il y ait l'huile qui passe. Donc ça devient vraiment le bordel. Bref, donc ça c'est pour l'explication des amortos, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, donc là on a par exemple juste le haut en fait, qui serait équivalent à une camber plate pour à l'avant. Là c'est l'arrière, donc ce n'est pas une camber plate, mais voilà, ça se visse dans le châssis, sur le châssis. Et ça va sur le ressort. Et voilà, et normalement ça bouge pas du coup. C'est quoi le ressort? Tout ça on le visse et tout sur l'arbre. Moi, ce que je veux faire, ça c'est un insert Bilstein. Je vais le mettre du coup là-dedans. Alors là, je prenais les mesures, etc. Il s'avère qu'il va falloir faire un petit ajustement. C'est pas exactement la bonne taille pour celui-là. J'en ai d'autres de tailles différentes. Ça, c'est le pied de l'amortisseur. Autre modification qu'on va faire, c'est que vous voyez là, c'est un Selen block. Donc on a une petite douille extérieure, une douille intérieure, et on a des caoutchoucs entre les deux. Alors ça va être compliqué de vous le montrer là, il va falloir me croire sur parole, mais si je mets un tournevis ou un petit bras de levier dedans, même à la main en général, d'ailleurs à la main c'est peut-être faisable, mais il va falloir que je serre les taux, ça va être compliqué les amis. Tout ça à une main, j'ai pas envie de vous poser n'importe où. Alors normalement je vais peut-être arriver à le faire à la vidéo à une main comme ça, et alors là, il faut m'appeler Rambo. Ou alors faut me dire que mon amorto est complètement pété, ce qui est vrai aussi. Voilà, alors peut-être qu'on va y arriver comme ça. Ce que je veux vous dire en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça bouge. Et le problème, c'est que en course, on voit pas que ça bouge. Donc, en course, ou du moins en côté sportif, si vous voulez. Côté ultra confort, on est d'accord pour que ça bouge. Mais des amortos avec des. Donc, on va mettre un roulement là. Je sais pas si je l'ai dit. Pour pas qu'il y ait de jeu en fait du tout. Et on peut quand même avoir du confort, même si on a un roulement à ce niveau-là. C'est pas du tout. Euh, comment dire? C'est pas l'opposé quoi. C'est pas contradictoire. Sauf que ces amortisseurs-là n'étaient pas du tout confortables, pas assez de bonne qualité à mon avis, tout simplement. Alors qu'ils avaient donc du caoutchouc, ce qui est assez con. Alors regardez juste si j'arrive à vous le faire, la pince, encore une fois je suis à une main. Voilà, ce qu'il ne faut jamais faire. Pas très pro. Peu importe. Donc, croyez-moi sur parole, le caoutchouc, les silent blocks, ça bouge. Et l'inconvénient, c'est que vous allez prendre un roulis initial, c'est-à-dire qu'un roulis que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Par exemple, si je prends 3 degrés de roulis avec ce ressort-là, j'ai beau mettre un ressort 2 fois plus gros, je vais pas avoir 1,5 degré de roulis, mais je vais avoir encore 2 degrés par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours mes 0,5 degrés qui vont être pris juste par la compression de ce caoutchouc-là. Voilà, et ça c'est très très problématique. Donc je vous invite vraiment à mettre des roulements à ce niveau-là, donc sur le pied de l'amortisseur, sur le bas. Pareil au niveau du haut de l'amortisseur, là on voit qu'il y a un truc caoutchouc, un silent block encore une fois. Pareil, mettez des roulements. Alors à l'avant sur les McPherson, ça c'est en arrière, hein. À l'avant, c'est vrai qu'on a souvent des rotules, fort heureusement. Des rotules qui sont séparées bien sûr du ressort, parce que là on peut voir que l'arbre il passe directement là-dedans et que si l'arbre doit pivoter, ça va compresser le ressort en fait. Votre chapeau, il va pivoter comme ça. Et du coup, le ressort, en fait, il va. Ah, c'est pareil, ça, normalement j'arrive à le comprimer, mais là c'est pareil, une main sur un établi, c'est pas forcément la meilleure position. Mais voilà, votre ressort, il va bouger comme ça, il va pas vraiment se comprimer à plat en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il va pas se comprimer comme ça, il va se comprimer légèrement, il va vriller un peu, il va un peu tourner. Et c'est pas du tout une bonne chose. Euh, Ça va faire de la merde au niveau des raideurs de ressort. C'est-à-dire que votre raideur apparente, elle va être dégueulasse. Si là on est en ressort de 10 kg par millimètre, par exemple, en apparence, on va pouvoir pousser un millimètre alors qu'on a comprimé que de 8 kg ou 5 kg. Donc ça va être un 5 kg par millimètre sur la première compression. Et c'est vraiment de la merde, quoi. Voilà, en gros, parce qu'on a un 10 kg et finalement, en apparence, on a un 8. Alors vous allez me dire, ok, bon, on met un 12 et du coup, en apparence, on a un 10. Ouais, c'est vrai, pour le premier ou le deux premiers millimètres. Ensuite, on aura un 12. Donc bref, c'est le bordel. Voilà, vous avez compris. Et rappelez-vous que souvent, c'est les premiers millimètres de compression les plus chiants, ceux qu'on veut éviter et voilà, les plus énervants. On veut quand même que le pneu puisse monter si vraiment il y a une bosse, mais on veut pas qu'il roulis. Donc voilà, c'est vraiment ces premiers degrés là qu'on veut maîtriser, ces premiers millimètres là qu'on veut maîtriser. Voilà, j'espère que j'étais clair, que je n'étais pas été trop
trop fouillis, pardon, dans tout ça. Donc ouais, c'est pareil, on va changer du coup ces ressorts-là. D'abord, je vais les essayer avec cet amorto-là, pardon, enfin, on va combiner les deux, pour voir du coup le résultat, parce que c'est ça qui compte. Je vais avoir une idée du coup sur le roulis, parce que là j'ai un roulis actuel. On va durcir un peu ça pour avoir un peu moins de roulis. Et savoir en fait, je sais qu'il va falloir que je durcisse, ça c'est sûr, mais de combien? Voilà, est-ce que là du coup j'ai plus que à augmenter de 30% ma raideur de ressort ou à 50% ou 70%? Voilà, c'est un peu l'idée que je veux avoir. Ça dépend du roulis que j'ai. Si voilà, là j'ai à peu près 3 degrés de roulis. Si je descends à 2 degrés avec ce setup là, du coup je me dis ok, j'augmente de 50% et j'aurai 1 degré, c'est parfait. Maintenant, si j'ai encore 2 degrés et demi avec ça, ben, je me dis il va falloir que j'augmente plus que ça. Alors en plus, il y a la raideur initiale, mais ça, le roulis initial, mais ça je vous l'ai dit, on va changer tout ça. Et donc voilà. Au passage, si vous voulez, du coup, pardon, excusez-moi pour la cam, si vous voulez du coup que je vous duplique ça, envoyez-moi un message sur Facebook ou même un mail. Alors je sais pas si vous avez mail, peut-être que je vous le mette en live, mais ouais, envoyez-moi un message sur Facebook si vous voulez quoi que ce soit, même des conseils sur les suspensions, peu importe. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. On peut discuter comme ça tranquillou si je fais un coaching complet forcément et que je passe des heures avec vous. Pas forcément, mais on peut discuter comme ça tranquillement, il n'y a pas de souci, tout ça gratuit pour la communauté et voilà pour vous et que vous appréciez votre caisse. Donc voilà, duplication de ça, moi je vous conseille fortement de le faire. Si vous ne vous sentez pas, si vous n'avez pas le matos et si vous n'avez pas le temps, contactez-moi et on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà, vraiment, vraiment, c'est une super upgrade de le faire. Le monotube inversé, c'est la base sur du McPherson à l'avant. À l'arrière, on s'en fout parce que l'arrière, c'est pas du McPherson. Sauf si maintenant les Porsche et tout, elles ont de l'arrière, elles ont du McPherson à l'arrière. Donc là, ouais, ça compte aussi. Mais voilà, tout ce qui est en McPherson, du coup, mais en général, c'est plus l'avant. Euh, monotube inversé, c'est vraiment, vraiment primordial. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu les amis, n'hésitez pas du coup à lâcher un pouce bleu, vous abonner. N'oubliez pas non plus votre guide entretien et fiabilité pour l'huile, les guides de frein, etc. que je recommande, les paquets de frein, les freins, les pneus, tout ça, c'est gratuit, lien dans la description, juste en dessous. Voilà, ensuite vous arrivez sur une page avec des PDF de prépa auto payants, mais c'est des PDF différents, c'est pas les guides d'entretien et fiabilité, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est deux produits différents qui s'adressent à ceux qui veulent commencer à préparer la voiture et du moins installer des manomètres, à, euh, à aussi gérer leur température et leur pression de pneus, etc. Voilà, il y a plein de PDF comme ça qui vont du coup se transformer en vidéo en fait, au passage. Hein, ça, vous avez l'évolution gratuitement. Et une fois que vous avez les PDF, vous aurez les vidéos dans peu de temps qui vont arriver. Parce que voilà, je vais faire d'abord une trame écrite et maintenant que j'ai la trame écrite, je vais passer aux vidéos dès que j'ai le temps parce que je fais quand même pas mal de choses en ce moment. Et voilà, et la vidéo bien sûr du Boost Controller qui arrive. Écoutez les amis, moi je te dis à plus tard. Roulez bien, salut.